La perte et la fragmentation de l'habitat constituent probablement la plus grande menace pour les ours noirs d'Amérique. Et même dans un environnement urbain comme celui-ci, densément peuplé et en croissance, on voit des ours en bonne santé. Cela montre leur capacité à s'adapter. Ils ne sont pas agressifs de nature et ne sont pas non plus des ours en peluche. Ils sont entre les deux et ils méritent d'être respectés par les gens. Les espèces animales disparaissent à un rythme effréné. Pourtant, aux États-Unis et au Canada, certains animaux résistent en trouvant refuge dans les villes. Ils ont élu domicile dans les rues, les parcs et les jardins et font régulièrement la une des médias. En Amérique du Nord, la frontière entre la civilisation et la nature n'a jamais été aussi floue. Citadins et scientifiques cherchent comment cohabiter avec cette faune sauvage urbaine qui bouscule toutes les règles. La côte est de l'Amérique du Nord, une immense forêt qui s'étend du Québec à la Floride. Un remarquable massif, reconnaissable à ses arbres à feuilles caduques, à l'ombre desquels vivent de nombreux animaux comme les ours noirs, les cerfs à queue blanche ou les ratons laveurs. Depuis des siècles, l'homme transforme ce paysage. Des villes ont remplacé les bois, se nichant au cœur des chênes et des érables. Les espèces animales qui ont survécu ont appris à vivre dans ce nouvel habitat où la nourriture est abondante et les prédateurs inexistants. Dans de nombreuses villes de la côte Est, ours noirs, cerfs à queue blanche et ratons laveurs sont aujourd'hui chez eux. Citoyens et scientifiques s'efforcent de trouver des solutions pour que cette cohabitation profite aux hommes comme aux animaux. Oh mon Dieu! Sors de mon garage! Va-t'en! Ces vidéos amateurs reflètent bien ce que vivent les habitants d'une ville bien tranquille située au cœur des Appalaches, Asheville. 90 000 habitants et des centaines d'ours noirs. Il essaye d'utiliser ta bouée. Depuis quelque temps, ce plantigrade, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres et pesant plus de 100 kilos, a fait son apparition dans les rues et les maisons. C'est l'espèce d'ours la plus répandue sur le continent américain. Au Canada et aux États-Unis, il y en aurait environ 1 million. Nous chargeons l'équipement pour aller voir un ours qui vit dans une tanière dans un arbre au nord d'Asheville. On est sur le point de partir. On a du matériel d'escalade, des civières pour porter l'ours s'il s'échappe. Nous avons des colliers GPS et des ordinateurs dans le camion. Nick Gould est chercheur à l'Université de Caroline du Nord. Depuis 2 ans, il mène un ambitieux programme de recherche pour comprendre ce que les ours noirs viennent chercher à Asheville. Originalité de son programme, s'appuyer sur les habitants en les éduquant sur le comportement des ours. Résultat, en quelques mois, il a réussi à construire un véritable réseau de scientifiques en herbe, ravis d'avoir des ours dans leurs rues. Asheville s'est bâtie sur les flancs des Appalaches, une vaste chaîne de montagnes qui s'étend sur toute la côte est de l'Amérique du Nord, du Canada au sud-est des États-Unis. De nombreux quartiers sont en pleine forêt tempérée, l'habitat préféré des ours noirs. Un habitat qui a été morcelé par les routes et les lotissements. Les ours sont restés, malgré les habitations, pour une raison très simple, la nourriture. Comme celle qu'ils trouvent dans les poubelles ou dans les mangeoires à oiseaux.
Vous êtes là! Contente de vous voir. Lynn Froeba partage son jardin avec une famille d'ours noirs et elle les filme régulièrement. Elle dit à son petit, je ne te nourrirai pas tant que tu ne grimperas pas dans cet arbre. Depuis des mois, Nick Gould et son équipe rendent régulièrement visite à Lynn. Elle sait exactement comment elle doit agir avec les ours et à quel moment elle doit prévenir les scientifiques quand il se passe quelque chose d'anormal. Il y a plusieurs jours, la femelle adulte s'est nichée dans un arbre. Elle n'est toujours pas redescendue et Lynn s'inquiète pour elle. En arrivant au sommet de l'arbre, Nick découvre que la femelle a donné naissance à 2 oursons. Il va devoir endormir la mère pour les examiner. Mon mari et moi sommes ravis. Et nos petits-enfants ont vu les ours jouer. Et il n'y a rien de plus mignon. Il y a 2 oursons. J'ai endormi la mère. Elle est stable. Mais à cause de la largeur de mes épaules, impossible d'atteindre les petits. J'envoie une personne plus petite pour voir si elle peut y arriver. Vas-y, continue. Ouais. Ok. Colleen Olfenbüttel travaille avec Nick Gould. Elle va maintenant examiner les 2 oursons. C'est le plus petit ourson qu'on ait vu cette saison. Ces 2 petites femelles ont quelques jours à peine. Quand ils naissent, ils ont une fourrure très fine. Leurs oreilles et leurs yeux sont fermés. Leur mère Amiba a quelques mètres d'une habitation. Une preuve que ces ours ne craignent pas l'homme et sont très adaptables. Les premières études ont montré que les femelles urbaines sont plus fertiles que les ours sauvages. Dans les villes, elles trouvent plus facilement de la nourriture, elles ont plus de lait et peuvent nourrir plus d'oursons. Vous pouvez imaginer, depuis sa naissance, cet ours était dans le noir, bien au chaud dans sa tanière avec sa mère, comme ce que ressentent les nouveau-nés. Puis soudainement, on le sort à la lumière et il a froid. Tu as vu tes balançoires? Elles t'attendent. Les femelles urbaines passent également moins de temps à chercher à manger, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à leurs petits. Donc, la longueur du corps se mesure du museau à la queue. 40 cm pour la longueur du corps. C'est une autre femelle. Celle-là a une tache blanche plus importante sur la poitrine. En grandissant, elle va s'atténuer et elle sera entièrement noire. Les 2 oursons ont été marqués. Ils grandiront en ville. Ils sont rendus à la mère avant qu'elle ne se réveille. Merci, Colleen. Merci beaucoup. Nous allons peut-être revenir cet après-midi pour vérifier le signal du collier. Absolument. Elle n'enverra pas de données tant qu'elle sera dans l'arbre. Assurez-vous juste qu'elle est là. Je doute qu'elle sorte. Tous les habitants d'Asheville ne sont pas aussi à l'aise que Lynn avec les ours. Une assistance téléphonique a donc été mise en place par l'équipe de scientifiques. Parfois, quelqu'un appelle pensant avoir un problème avec un ours. Après discussion, nous allons inspecter le site ou nous posons des questions au téléphone. Et souvent, nous découvrons qu'il n'y a pas de problème.
que l'ours agit normalement et qu'il recherche de la nourriture ou un abri. Parfois, on doit faire une visite sur place quand nous découvrons pourquoi cet ours est dans cette zone. Encore une fois, ce n'est qu'un ours qui agit comme un ours. Notre travail consiste à informer les gens sur le comportement normal des ours et sur ce qu'ils peuvent faire pour vivre avec eux. L'histoire du retour des ours en Caroline du Nord a commencé en 1970, quand l'État a imposé des sanctuaires interdisant la chasse sur les terres forestières nationales. Il ne restait alors que 1500 ours sur l'ensemble du territoire, alors qu'on en compte aujourd'hui 10 fois plus. Nourriture abondante, tranquillité, le parc national des Great Smoky Mountains, où se situe Asheville, est l'une des aires protégées tempérées les plus riches et les plus diversifiées au monde. L'hiver, les ours hivernent quand la nourriture devient rare. Cachés dans un abri de décembre à avril, ils réduisent leur activité et vivent au ralenti sur leurs réserves de graisse. Au printemps, quand ils sortent de leur torpeur, reconstituer leurs réserves est une priorité vitale. Un homme moyen a besoin de 2500 calories par jour. Un ours noir peut en consommer jusqu'à 20 000. Il existe un lien direct entre la quantité de nourriture disponible dans la nature et la présence des ours en ville. Si la saison n'est pas bonne et que la production de baies, de fruits et de noix n'est pas suffisante pour nourrir les ours dans la forêt, leur odorat aiguisé les conduit tout droit dans les rues et les jardins d'Asheville. Avec les bouleversements climatiques en cours, cette situation se présente de plus en plus souvent. Les ours sont des omnivores opportunistes et aujourd'hui certains ne se donnent même plus la peine de regagner la forêt. Une cinquantaine résiderait en permanence dans Asheville. Nick Gould et son équipe les ont presque tous équipés d'un collier GPS afin de mieux analyser tous leurs déplacements. Le carré vert indique où l'animal a été capturé et le rouge est le dernier emplacement que nous avons à une certaine date. On peut changer l'affichage. Ce qu'on voit maintenant, c'est l'emplacement du domaine vital de sa mère pendant 1 mois ou 2. Là, il est à la recherche d'un territoire pour s'installer. Et il n'a pas trouvé, donc il revient à Asheville. Finalement, cet ours cherche un endroit inoccupé, avec de la nourriture pour s'y installer. Et pourquoi pas y faire sa vie. L'étude de Nick Gould repose sur des captures d'ours. Elle s'appuie sur l'aide des habitants qui autorisent la pose de pièges dans leur jardin. Même les commerçants d'Asheville participent au programme de recherche en donnant de la nourriture périmée pour appâter les plantigrades. Nous avons des pièges sur des propriétés privées. Nous utilisons les messages laissés par les gens qui ont vu des ours dans leur jardin. Nous les appelons et leur parlons des objectifs du projet, comment nous allons piéger les ours et ce que nous allons leur faire une fois capturés. Si la porte du piège se ferme, on leur demande simplement de nous appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Depuis 3 ans, entre avril et septembre, nous avons des pièges opérationnels 7 jours sur 7. Je mets du gâteau à la fraise sur cet arbre pour parfumer la zone. L'autre avantage est qu'il y a tellement de sirop de maïs dans le produit que ça résiste vraiment à l'eau. Donc, s'il pleut pendant la nuit, nos appâts vont rester. Plus je le place haut, plus les vents vont propager l'odeur. Elle va se répandre sur environ 2 km et attirer les ours par ici, en espérant qu'ils entrent dans notre piège. C'est souvent en pleine nuit que les ours sont capturés.
soir, un mâle a été pris au piège dans le jardin d'une maison. Il vient de recevoir un anesthésiant. Il est vraiment endormi. D'habitude, ça prend entre 10 à 20 minutes. Mais lui, il n'a eu besoin que de 5. C'est un ours mâle de 90 kilos. C'est probablement un jeune adulte de 2 ou 3 ans. En bonne santé, belle fourrure, bon poids, bien gras. C'est un bel ours. Cet ours n'a jamais été capturé. Il est tatoué, il va porter le numéro 151 et vient s'ajouter au groupe que Nick étudie. 76. Nous ne lui avons pas mis de collier parce que c'est un jeune mâle de 2 ou 3 ans. Et nous essayons de garder le reste des colliers que nous avons pour les femelles. Toutes ces manipulations se font sous les yeux des propriétaires de la maison. J'aime que les ours soient aux alentours. Je n'ai pas peur. Ils ne m'ont jamais dérangé et j'habite ici depuis 1967. Vous pouvez le toucher. Nous mettons des gants, mais c'est seulement pendant que nous le manipulons. Pour nous, c'est important d'associer les propriétaires lorsque nous avons fini d'examiner l'ours. Nous les amenons le voir et le toucher. Pour nous, ils font partie de ce projet, comme nous et comme les ours. Salut, voisin. C'est notre façon de les aider à se connecter aux animaux qu'ils voient parfois dans leur jardin depuis une journée, une semaine ou même des mois. Il est presque 1h30 du matin et nous venons de le relâcher là où nous l'avons capturé. Il est sorti d'un coup. Nous allons attendre que son émetteur GPS nous envoie des données. Maintenant, nous pouvons rentrer nous coucher. La perte et la fragmentation de l'habitat constituent probablement la plus grande menace pour les ours noirs d'Amérique. Et même dans un environnement urbain comme celui-ci, densément peuplé et en croissance, on voit des ours en bonne santé. Cela montre leur capacité à s'adapter. Ils ne sont pas agressifs de nature et ne sont pas non plus des ours en peluche. Ils sont entre les deux et ils méritent d'être respectés par les gens. L'étude de Nick Gould commence à livrer ses premiers résultats. Les ours des villes hivernent 40 jours de moins que dans la nature. Ils sont aussi plus gros et en meilleure santé. L'évolution est en marche. L'ours noir semble avoir trouvé en ville un nouvel habitat qui lui convient parfaitement. Et les ours ne sont pas les seuls à avoir pris leurs habitudes dans les cités nord-américaines. À 1600 km au nord d'Asheville, à Montréal, au Canada, une créature beaucoup plus petite fait des siennes. Malgré son masque noir autour des yeux, il est facilement identifiable. C'est le raton laveur. Cette boule de poil attendrissante de 9 kilos a su parfaitement s'adapter à la ville. On en compterait jusqu'à 40 au kilomètre carré, soit 10 fois plus que dans son milieu sauvage.
À l'origine, c'est ici, dans les forêts tempérées du sud du Canada et du nord-est des États-Unis, que vit le raton laveur, au milieu des chênes, des hêtres et des érables. On dirait que c'est une jeune femelle. Par contre, elle n'a pas de signe de reproduction apparent. Fanny Pelletier est professeure en biologie à la faculté des sciences de l'université de Sherbrooke. Depuis 5 ans, elle observe les ratons laveurs sauvages et les compare à leurs cousins urbains. La densité de ratons laveurs dans les milieux naturels va être beaucoup plus faible qu'en milieu urbain. On peut penser à 1 ou 2 ratons par kilomètre carré. Et parce que l'animal n'a pas accès à des ressources supplémentaires, comme en milieu urbain où il va s'alimenter de résidus domestiques, ils vont en général être un peu plus petits, donc plus légers, puis avoir des tailles de portée plus faibles. On va commencer par la peser. Ça oscille entre 12 et 12,5. Tu peux te reculer, juste on va le laisser tranquille. Contrairement aux idées reçues, le raton laveur n'utilise pas ses pattes pour laver sa nourriture, mais pour manger, creuser ou s'agripper. Il est omnivore. Dans cette forêt, il se nourrit de baies, de glands, de racines et de tubercules, mais aussi de rongeurs, d'œufs d'oiseaux, d'écrevisses, de grenouilles et de poissons. Le raton laveur n'est pas difficile pour se nourrir. Il ne l'est pas non plus pour se loger. Arbres creux, souches, rondins, cavernes ou terriers inoccupés sont des abris qu'il affectionne particulièrement. Le raton laveur utilise beaucoup les arbres, donc c'est un animal qui aime se reposer dans la journée à l'intérieur de grands arbres creux. Donc comme ici, il y a une grande fente, il y a probablement une ouverture un peu plus grande en haut, puis l'animal va utiliser ça comme site de repos. Des fois, ils vont même utiliser ces arbres-là pour mettre bas. Donc j'essaie de voir ici si la tanière est utilisée, ce qui ne semble pas le cas. À droite, dans cette direction-là, environ une quinzaine de mètres encore. Ah oui, il y en a un. Ah oui, il est très actif, il est beaucoup plus gros que tout à l'heure. Bon, on va le relâcher, on verra à la sortie. On va relâcher. Hop! Il est calme. C'est un super grimpeur. Le raton va passer beaucoup de temps dans les grands arbres dans la journée. En fait, il va probablement rester là toute l'après-midi jusqu'à ce que le jour commence à tomber. Puis là, il va redescendre pour continuer sa quête alimentaire puis faire ses activités. Les prédateurs naturels du raton laveur sont les martres d'Amérique, les lynx, les renards ou les coyotes. Tous ont fait leur retour dans les bois, devenus dès lors un milieu de plus en plus hostile pour le raton laveur. La compétition pour la nourriture s'est accentuée elle aussi. Ces grands opportunistes ont donc cherché un nouveau territoire à conquérir, là où la nourriture est illimitée et accessible sans danger, la ville. Ici, dans les rues de Montréal, le raton laveur n'a aucun prédateur naturel. Son seul danger, les voitures. Mais il a appris à faire attention et il évite de traverser les artères passantes. Grâce à son incroyable dextérité, il a troqué les branches d'arbres et les terriers contre les toitures et les gouttières. À Montréal, il est comme chez lui, d'autant plus dans le parc du Mont-Royal. Cet îlot de forêt situé sur les hauteurs de Montréal correspond parfaitement à l'habitat d'origine des ratons laveurs. Un parc devenu un garde-manger à ciel ouvert.
Victoria Desmarais et l'association dont elle fait partie, les Amis de la Montagne, œuvrent pour rappeler à tous les quelques règles à respecter en présence des ratons laveurs. Vous pouvez les observer, apprécier leur présence, mais essayez de ne pas interagir avec eux. Ça se peut que vous voyez mes collègues en train de faire peur aux ratons pour les repousser puis essayer de déconstruire le lien qu'ils ont pu créer avec l'homme. La principale problématique ici, c'est le nourrissage des ratons laveurs. Si on nourrit le raton laveur, ça crée un déséquilibre. Ça fait en sorte que le raton n'a plus de limitation alimentaire. Il va voir sa population augmenter. Donc, si on aime réellement les animaux et on veut être présent, moi, je conseille aux gens de ne pas interagir et de laisser l'animal avoir un comportement naturel. C'est là que les plus belles découvertes vont avoir lieu. On va voir des jeunes ratons en train de jouer ou se laver ou faire des accolades. Et c'est beaucoup plus enrichissant pour le visiteur de voir un comportement naturel et, bien sûr, pour l'animal. Denis Fournier est responsable de la faune des parcs de Montréal. L'accès à la nourriture humaine est pour lui l'enjeu principal pour que les ratons laveurs urbains ne deviennent pas une nuisance. Un enjeu pour l'animal également, puisqu'en ville, il n'est pas rare de croiser des ratons laveurs avec des caries dentaires ou des problèmes d'obésité. Les ratons laveurs de Montréal sont donc devenus des experts en ouverture de poubelles. Un casse-tête pour Denis Fournier. Son défi ? Inventer une poubelle que les ratons laveurs ne peuvent pas ouvrir. Le raton laveur est un animal extrêmement agile avec ses doigts. Il peut facilement ouvrir des dispositifs simples avec ses mains. Alors, je suis en train de tester un nouveau dispositif de couvercle de poubelle anti-raton laveur. Ce qu'il faut, c'est que le raton laveur ne puisse pas pénétrer à l'intérieur pour s'approprier de la nourriture. Mais en même temps, il faut que la personne humaine soit capable de l'ouvrir facilement aussi. C'est le même principe. Ici, il y a deux interactions. Il faut pousser ici et lever le couvercle pour que l'animal ait accès à la nourriture à l'intérieur. Alors, c'est sûr que deux interactions, c'est l'idéal, hein? Mais souvent, les ratons laveurs apprennent à l'ouvrir. Celui qui a réussi à l'ouvrir va montrer par ses gestes à d'autres ratons laveurs, par mimétisme, comment ouvrir le mécanisme. Alors, éventuellement, il va pouvoir peut-être en venir à trois actions, trois interactions, mais là, ça devient compliqué pour l'humain aussi. Les couvercles des poubelles, les voitures et tous les autres obstacles que les ratons laveurs rencontrent en ville sont des défis qu'ils ont relevés facilement. Des scientifiques se demandent si l'homme ne serait pas en train de fabriquer sans le vouloir des ratons laveurs de plus en plus intelligents. Suzanne McDonald est docteure en comportement animal. Elle compare depuis 20 ans les capacités cognitives des ratons laveurs des villes et des ratons laveurs des champs. Je suis en train de régler une caméra et je la dirige vers une poubelle. Parce que cette poubelle va attirer les ratons laveurs. Les animaux qui vivent dans des environnements urbains deviennent différents de ceux qui vivent dans des milieux ruraux ou sauvages, de sorte que la ville façonne leur intelligence et les rend plus malins. Pour qu'ils puissent survivre en ville, ils doivent apprendre à nous dépasser. Donc, ils deviennent plus intelligents au fil des générations.
Donc, ces animaux qui découvrent comment entrer dans nos poubelles et nos greniers et vivre avec nous transmettront leurs gènes d'intelligence à leurs bébés. Les animaux urbains sont plus persévérants et ils n'ont pas peur de la nouveauté. Alors que les animaux ruraux, ceux qui vivent dans la nature, quand ils voient quelque chose de nouveau dans leur environnement, ça les inquiète. Ils vont venir voir, observer, mais c'est plus long. Quand un animal urbain voit quelque chose de nouveau, il y va immédiatement. Nous appelons cela la néophilie. Ils aiment la nouveauté. La plupart des animaux sont des néophobes. Nous sommes peut-être en train d'assister à la naissance d'une nouvelle espèce. C'est très excitant. Ça s'appelle l'évolution cognitive et c'est assez nouveau, cette façon dont la ville façonne le cerveau de ces espèces. Aujourd'hui, des générations entières de ratons laveurs sont nées en ville et ne connaissent rien d'autre. Les capturer pour les relâcher dans les bois ne servirait à rien et laisserait leur place vacante pour d'autres ratons laveurs. En limitant l'accès à la nourriture, Montréal est en train de réguler leur population, faisant en sorte que ce petit animal à l'allure franchement sympathique ne devienne pas nuisible et impopulaire. Nuisible et impopulaire, c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver à l'icône des forêts américaines, le cerf à queue blanche. À 1000 km au sud de Montréal, dans la ville de Washington, les cerfs sont partout. Banlieue, quartier résidentiel, certains s'aventurent même dans le métro de la capitale américaine. Pour comprendre la prolifération des cerfs en Amérique du Nord, il faut se plonger dans le destin singulier de l'animal, un destin étroitement lié à un film de Walt Disney, Bambi. Lorsqu'il sort au cinéma en 1942, des millions d'Américains vont s'attacher à ce jeune faon orphelin. Le film va marquer les esprits à jamais. Ce plaidoyer contre la chasse célèbre le début d'une prise de conscience écologique sans précédent. Le cerf va être protégé, réintroduit, et il va recoloniser les territoires que la chasse lui avait interdits. Sur la côte Est, le cerf profite aussi de la disparition de ses prédateurs naturels, les loups ou les pumas. Dès lors, la densité d'individus explose. Les scientifiques estiment qu'au-delà de 6 cerfs au kilomètre carré, la situation n'est pas tenable. Dans Washington et ses environs, la densité de cervidés est de 100 cerfs au kilomètre carré. Conséquence directe de cette surpopulation, tous les ans on recense plus d'1,5 million de collisions entre des véhicules et des cerfs. 30 000 Américains finissent à l'hôpital. Bridget Donaldson est chercheuse. Elle étudie toutes les mesures possibles pour éviter ces accidents qui tuent 200 personnes chaque année en Amérique du Nord. En automne, particulièrement en octobre et en novembre, les cerfs sont plus actifs. C'est quand ils s'accouplent et cherchent des partenaires. Donc ils se déplacent plus et traversent plus de routes et ont plus de risques de se faire percuter. L'habitat est aussi très fragmenté. Il y a beaucoup de petites parcelles de forêt entourées de zones habitées et de routes. C'est exactement ce qu'aiment les cerfs à queue blanche. Les habitats en lisière de forêt parce qu'il y a beaucoup de végétation récente dont ils se régalent. Une des premières mesures de Bridget Donaldson, faire construire une barrière de plusieurs kilomètres le long d'une voie rapide.
C'est une section clôturée. S'il y a des cerfs, ils sont piégés derrière la clôture, au bord de la route. Ça aide à les canaliser et ça les pousse à sauter là-bas. Ils sont redirigés de cette façon. Ça les conduit à une section de clôture moins haute que les cerfs peuvent facilement sauter. La pente est assez raide de l'autre côté. L'idée, c'est qu'ils restent du côté des bois et non du côté de la route. En plus d'empêcher les cerfs de traverser les routes, cette barrière les guide vers un tunnel passant sous la voie rapide et leur permet de circuler librement au sein de leur territoire. L'étude de Bridget s'appuie sur des photos prises aux abords des routes. Il y a un cerf juste à côté du panneau « Attention aux cerfs ». Et c'est avant la clôture. Nous avons étudié le terrain 2 ans avant de construire la clôture. Puis, une fois la clôture installée, nous avons étudié l'impact de la construction. C'est un cerf qui saute au-dessus de la glissière. Elles sont très faciles à franchir. Un autre cerf est arrêté à côté du panneau. Ces signalisations sont complètement inefficaces. Les conducteurs s'y habituent et les ignorent. Ils n'ont aucune influence sur la diminution des accidents. Il y a une photo de notre clôture. Elle mesure plus de 2 mètres de haut. Ce cerf est du côté du bois. Les cerfs ne peuvent pas accéder à la route lorsqu'ils sont là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de collision avec des cerfs ou des ours dans cette portion clôturée d'1,5 kilomètre. Jusqu'ici, c'est une réussite. Et c'est un moyen très simple et bon marché de réduire les accidents. Dans l'idéal, à chaque nouvelle route construite, nous devons prévoir un passage à faune. Parce que ça coûte moins cher quand vous le prévoyez, plutôt que de devoir le construire après. Au-delà des accidents de la route, la surpopulation des cerfs pose un problème pour l'équilibre des écosystèmes. Comme ici, dans le plus grand parc de la ville de Washington, le Rock Creek Park. Ken Ferebi s'occupe de la gestion des ressources naturelles. En quelques années, il a vu la pression exercée par les cerfs sur la forêt augmenter de manière inquiétante. Ce que nous voyons ici en marchant, c'est un manque de végétation. Normalement, nous devrions voir plus de verdure. Je l'appelle le sous-bois, les plantes qui poussent plus au ras du sol. Nous devrions en voir plus. On en voit une ici et là, mais il devrait y en avoir plus. Si vous regardez les arbres, vous pouvez voir qu'ils ont été mangés aussi haut que le cerf peut les atteindre quand il se tient sur ses pattes arrière. Donc, jusqu'à 1 mètre, 1,5 mètres, il n'y a aucune végétation, car les cerfs mangent tout. Regardez, c'est effiloché ici au bout. Vous pouvez voir là où ils viennent de mordre le bout de ce hêtre. C'est un hêtre américain. Il devrait y avoir un petit bourgeon au bout de cette branche pour le printemps prochain. Quand vous modifiez un parc comme celui-ci l'a été, d'autres animaux sont aussi affectés. Des animaux auxquels on ne pense pas, comme les oiseaux nichant au sol, comme la grive des bois ou la paruline couronnée. Ce sont des oiseaux migrateurs qui viennent des tropiques et qui nichent dans le parc en été, puis retournent vers les tropiques à l'automne. Mais il n'y a plus rien pour eux maintenant. Alors, au lieu de s'arrêter ici en été, ils poursuivent leur route à la recherche d'un autre endroit. Les changements affectent aussi d'autres animaux comme les reptiles, les amphibiens, les serpents et les grenouilles. Ces animaux sont aussi touchés. Ils devront peut-être déménager dans une autre région, modifier leur lieu de vie. Tout est affecté, tout est lié. La surpopulation des cerfs en milieu urbain entraîne également une plus grande proximité avec les habitants. Chaque jardin de Washington, chaque espace vert a sa famille de cerfs. Résultat, au cours de ces 10 dernières années,
un autre fléau s'est répandu aux États-Unis, la maladie de Lyme. C'est aujourd'hui la deuxième maladie infectieuse après le sida. Elle est directement transmise par la morsure de la tique de cerf, un arachnide acarien. Ce serait l'endroit idéal pour sauter sur un cerf. Thomas Matter est entomologiste. Il dirige le Centre des maladies à transmission vectorielle de l'Université de Rhode Island. Depuis 30 ans, il suit la progression des tiques de cerf. Dans cette résidence, les cervidés sont chez eux. Résultat, les tiques sont partout. Il y a vraiment plus de tiques et dans plus d'endroits, principalement à cause du cerf à queue blanche. Dans Rhode Island, par exemple, chaque cerf nourrit suffisamment de ses tiques au stade adulte. Et ces tiques adultes, une fois nourries, pondent entre 1500 et 3000 œufs. Chaque cerf nourrit assez de tiques pour faire 1 demi-million de nouvelles tiques chaque année. Il y en a une ici. Dans son laboratoire, Thomas Matter étudie toutes les maladies que les tiques peuvent transmettre à l'homme. La maladie de Lyme est la plus dangereuse. Quand elle n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner des paralysies, des troubles cardiovasculaires ou neurologiques. La tique du cerf peut transmettre jusqu'à 4 ou 5 germes différents. Tout le monde connaît la maladie de Lyme. Mais elles sont aussi porteuses des germes responsables de la babésiose, une maladie ressemblant au paludisme. Un autre germe, qui s'appelle l'anaplasmose, infecte vos globules blancs et affaiblit votre système immunitaire. Il provoque aussi de graves maux de tête, de la fièvre et d'autres complications. Ça n'est jamais une bonne idée de laisser une tique vous mordre. Je pense qu'une des solutions serait de trouver un moyen de réduire la population des cerfs de façon significative. Pour tenter de résoudre les problèmes posés par les cerfs, de nombreuses villes autorisent les chasseurs à les abattre. Chaque année, 6 millions de cerfs sont éliminés. Pas assez pour les empêcher de continuer à se multiplier à travers le pays. Anthony de Nicolas dirige l'ONG White Buffalo, qui est spécialisée dans la gestion des cerfs en zones urbaines. Il a été appelé dans ce quartier résidentiel où les riverains sont excédés par la présence des cerfs en surnombre. Mon plus grand ennemi est l'odorat du cerf. Il paraît qu'il existe des costumes pour couvrir notre odeur. Mais si je respire, ils vont me sentir. Anthony charge son fusil avec des fléchettes anesthésiantes. Depuis une semaine, avec son ONG, il mène une campagne de capture de biches pour les stériliser. Depuis 2 ans, cette technique se pose à travers les États-Unis en véritable alternative à la chasse. Une fois la biche endormie sous l'effet du tranquillisant, elle est amenée dans un laboratoire improvisé dans un garage prêté par un habitant. Un vétérinaire va alors pratiquer une ablation des ovaires pour que la femelle ne puisse plus se reproduire.
Il s'agit donc d'un cerf à queue blanche adulte qui subit une ovariectomie. Nous retirons donc les ovaires pour qu'elles soient stériles. Cela fait partie du projet de contrôle de la fertilité de l'espèce. Je cherche à comprendre si, en utilisant seulement des méthodes de contrôle de fertilité, j'arrive à atteindre des objectifs de gestion de l'espèce, ou si le déplacement des populations de cerfs annulera nos progrès effectués grâce au contrôle de la reproduction et à la diminution naturelle de la population. La grande question qui fait débat, c'est combien de cerfs doit-il rester dans la nature pour qu'il n'y en ait plus assez pour soutenir la population de tiques? C'est la question. La théorie dit que ce nombre est de moins de 10 cerfs pour 2,5 km². Ici, la population est de 100 cerfs pour 2,5 km². Comme vous pouvez l'imaginer, atteindre cet objectif est un défi. Elle ronfle. C'est bon signe. Certaines personnes pensent que 3 cerfs dans leur jardin, c'est merveilleux, et d'autres que c'est le pire jour de leur vie. Donc le décalage sur la façon dont les gens voient la faune sauvage, que ce soit des cerfs, des coyotes ou des loups, est vraiment un point de vue humain. Donc les gens doivent être plus tolérants et trouver un équilibre quant au nombre d'animaux sauvages que nous autorisons dans cet espace que nous partageons avec eux. Maintenant, je suis sûr qu'elle est stérile. Opérer une biche revient à 500 $ américains. De nombreuses communautés et d'ONG sont prêtes à financer cette solution alternative à l'abattage. Mais à ce jour, la stérilisation des cerfs reste un effort dérisoire face à l'ampleur de leur reproduction et des problèmes qui en découlent. L'homme a permis à la grande forêt de l'Est de repousser, mais il y a construit des villes immenses et toujours plus de routes. Après avoir éradiqué les loups, il faut maintenant réguler efficacement et humainement les cerfs. Mais d'autres défis se présentent, avec les ours et les ratons laveurs, qui réclament leur part de nos villes et de nos banlieues. C'est sans doute aux citadins de faire ce premier pas vers la reconnexion nécessaire de la ville avec le monde sauvage. Urbain et naturel ne sont pas antinomiques. Et bientôt peut-être, les habitants des villes d'Amérique du Nord accepteront mieux la présence de ces animaux sauvages à leur côté pour façonner les écosystèmes urbains de demain.